Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur Radio Média Sud Toulon dans la chronique La Terre et ses mystères. Je m'appelle Frère Toc, vous ne me connaissez pas, mais vous allez bientôt me connaître. Passionné depuis toujours par les sciences de la Terre et les phénomènes naturels et surnaturels qui nous entourent, j'ai le plaisir de vous embarquer à bord de mon vaisseau avec ma team dans un voyage à travers les mystères de notre planète, les ovnis, les crashs d'avions et les séismes, ainsi que les phénomènes étranges. Des profondeurs des océans au sommet des montagnes, voire même au-delà, nous ne laisserons rien au hasard, n'en déplaise à certains. Nous chercherons ensemble des informations dont personne ne parle sur des phénomènes encore gardés secrets aux yeux du grand public. C'est parti pour la chronique La Terre et ses mystères. On commence maintenant. 3, 2, 1, boum! De ce soir les amis, bonsoir à tous. On va parler chemtrail ce soir, donc entre mystère et vigilance citoyenne. Pourquoi je vais accueillir aujourd'hui donc Claire Henrion. Aujourd'hui c'est un thème que nous abordons. C'est un sujet aussi fascinant que controversé. Les chemtrails, ce sont des traînées qui sont laissées par certains avions qui font l'objet de nombreuses discussions à travers le monde. Théorie du complot pour les uns, réalité dissimulée pour les autres. Pour en parler avec nous, donc Claire Henrion, citoyenne engagée et passionnée par ce sujet depuis de nombreuses années, est avec nous ce soir. Bonjour Claire et bienvenue sur Radio Média Sud Toulon. C'est un plaisir pour mon équipe et moi de vous recevoir aujourd'hui Claire. Comment allez-vous et pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? C'est un plaisir. Claire Henrion, je suis astronome et astrologue. En fait, je travaille au lien entre les deux, donc je suis assez concerné par les séismes et puis bon, après tout ce qui est l'astronomie et l'astrologie, bien entendu, et le ciel, donc. Et moi, depuis 2002, ils m'ont sauté aux yeux dès les premiers chemtrails. Je veux dire, la première question, c'est mais c'est tellement flagrant que personne ne le voit. Ouais. Ces flags, enfin, qui n'a pas vu des quadrillages de traînées persistantes dans le ciel pour ceux qui l'ont connu avant l'an 2000, le ciel, il est plus pareil, hein. Ouais. Il a plus le même bleu, il est souvent laiteux. Au mieux, quand il fait beau, c'est un bleu laiteux. Très, très rare d'avoir des journées de vrai ciel bleu. Ça tient jamais une journée complète. Autrefois, on pouvait avoir 15 jours, 3 semaines de ciel bleu sans un nuage. Maintenant, c'est pas possible. Les nuages sont devenus beaucoup plus foncés qu'avant, et il y a des formes qui n'existaient pas, justement parce que les traînées s'effilochent et ça forme ce qu'ils appellent des cirrus, mais ce qui en fait est plutôt des stratus, parce que c'est en dessous, c'est pas à l'altitude, parce que ce sont justement pourquoi ils sont flagrants, parce que ils volent en dessous des avions de ligne, parce que les avions de ligne de nos jours, depuis l'an 2000, justement, doivent voler au-dessus de 8000 mètres d'altitude. Un avion qui a 8000 mètres d'altitude, donc ça, c'est s'il vous passe au-dessus de la tête. Sinon, après, il faut rajouter en plus sa distance. Entre 10 et 12 000 mètres d'altitude, c'est ça Delphine, hein? 10 et 12 000 mètres, on avait vu. Voilà, tout ça, la moyenne, c'est 10-12 000. Ouais. Et on dit au-dessus Les de jets, 10 000. au-dessus. On envoie la carlingue à l'œil nu, ce qui trahit immédiatement le fait que ils volent en dessous des couloirs civils, qui sont aujourd'hui au-dessus de 8000 mètres, qui ont été relevés de 4000 à 8000 mètres en l'an 2000, ou juste avant, afin de préparer le terrain, en fait. Ah, c'est intéressant donc, ce que tu dis là. 8000 mètres, il n'évolue que des avions qui sont pas des avions civils, sauf quand ils sont en train de monter ou de descendre. Mais quand ils sont en altitude de croisière, s'ils sont en dessous de 8000 mètres, c'est pas des avions civils. Ils sont dans les couloirs militaires. Alors, oui, ils peuvent avoir éventuellement une nomenclature civile, parce qu'il y a tout ce qui vole est réquisitionné. Hein, et on pourra avoir des avions sans étiquette, des avions militaires, des avions de différentes compagnies. Ça épand au-dessus aussi dans les couloirs civils. C'est gravement complexe, mais ce qui est sûr, c'est que si on observe un peu le ciel, on ne peut que le constater, et il suffit de compter précisément. Et là, on a la preuve par l'observation, c'est-à-dire par exemple, on a une vidéo sur notre chaîne YouTube, on a une chaîne YouTube à l'association que j'ai lancée, puis j'essaie de maintenant passer un peu le relais quand même. Ouais, tu peux parler de ta chaîne, hein, Claire. Hein. Tu peux parler de ta chaîne, tu peux la nommer. Ouais. Pour ça.
Oui, oui, ben justement, EPICA, donc pour Association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. D'accord. Ça veut bien dire Et on a une regarde. chaîne YouTube, la CIPICA, et il y a une vidéo, entre autres, je trouve que c'est la meilleure approche. Hein, c'est un couple, ils se sont mis dos à dos, ils habitent pas très loin de Roissy, et ils ont pendant des planches horaires de 1 heure une heure, bon par exemple, ils ont inventorié tout ce qu'ils voyaient passer comme avion, la direction, l'altitude à peu près, si l'avion était répertorié sur Flight Radar, c'est-à-dire une plateforme qui permet de savoir quels sont les avions en temps réel qui passent au-dessus de chez nous ou d'ailleurs, qui sont équipés de transpondeurs. Or, on s'aperçoit, en certains cas, ça correspond, il n'y a que la circulation civile, et en d'autres cas, mais il y a 10 voire 100 fois plus d'avions que la circulation civile. Ah ouais, quand même, c'est pas à moindre mesure. Hein. Non. Ils se font plaisir, on dira ça comme ça. Hein. Ouais. Après des arnaques monumentales, il y en a de plus en plus, c'est-à-dire, admettons, Flight Radar, tu vois passer un avion, puis alors tu vois sa carlingue à l'œil nu, il a 3000, 4000 mètres au-dessus, maximum, il te fait une longue traînée persistante. Tu regardes sur Flight Radar, ah oui, il te signale bien un avion, je sais pas, un Paris-Madrid, qui passe à 12 000 mètres, sur la même trajectoire exactement. Mais c'est pas celui-là que tu vois un autre qui est en dessous. Parce que c'est pas possible, comme tu le vois large, c'est mathématiquement impossible, c'est une règle de 3, hein. La taille apparente de l'avion par sa taille réelle, si tu arrives à identifier le type d'avion, et même si tu prends des gros, ben ça peut pas. Il peut pas être à 12 000 mètres, sinon tu le verrais pas comme ça, avec ses 2 ailes, sa carlingue et ses feux clignotants si c'est la nuit. Alors pourquoi certains avions, Claire, excuse-moi de t'interrompre, pourquoi certains avions laissent des traînées et d'autres non? Il y en a qui se dissipent et d'autres qui se dissipent pas. Je pense que l'équipe est d'accord avec moi, avant qu'on passe aux questions de l'équipe. C'est un fait de l'atmosphère. Quand la pression monte, les traînées, autrefois, il n'y en avait pas, quel que soit l'avion qui passe à quelle altitude. Et quand la pression baisse, c'est là que les avions d'autrefois laissaient leur petite traînée de condensation. Je disais l'avion d'autrefois, mais parce que en plus les carburants civils ont été enrichis en métaux lourds dans les années 2008-2010, ce qui fait que maintenant même les avions qui ne n'épandent pas particulièrement, parce que il y a un petit peu qui est rajouté au carburant, puis il y a énormément qui peut être ajouté à côté, en fait. Un aviateur, excuse-moi Claire, j'ai un aviateur qui est monté une fois sur un live que j'ai fait sur une plateforme sur les réseaux sociaux. Il m'a dit c'est la condensation qui gèle à une partir d'une certaine altitude. J'ai vu des avions voler quasiment aux mêmes altitudes. Pourquoi il y en a qui gèlent, d'autres qui gèlent pas? Question. Parce que ça dépend ce qu'il y a dans leur traînée, ça dépend. Ah voilà, et voilà. On y vient. Le rejet du carburant, effectivement, c'est. Alors moi, je leur réponds aux gens qui disent mais c'est la condensation des avions de ligne. Oui, alors je leur dis ok, mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui rejette pour que ça fasse de la condensation à une altitude si basse dans des conditions qui sont pas celles requises normalement pour que la traînée de condensation soit manifeste, soit visible. Moi j'aimerais. Il y a des produits en plus. Ouais, j'aimerais que l'équipe commence à te poser des questions parce qu'on a un timing à respecter. On va commencer par Mills. Première question, Mills, vas-y. On fera Luc et puis Delphine après, voilà, qui va nous rejoindre après. Vas-y. Allez, c'est parti, c'est la question. Entre les chemtrails et l'augmentation des troubles respiratoires, des sécheresses ou encore des altérations du système immunitaire. Selon toi, existe-t-il des études sérieuses à ce sujet ou est-ce un terrain encore trop exploré, un peu trop peu exploré? Certes, c'est pas officiellement exploré. Nous, c'est ce qu'on peut constater depuis 2002. Les courbes d'augmentation, parce que des épandages systématiques, on en a en France depuis 2002. Or, les courbes d'augmentation des maladies cardiovasculaires, respiratoires, Alzheimer, cancer, enfin tout ça, c'est monté en flèche à partir de 2002. Ça, il suffit de comparer les courbes. On a un petit document, on a pondu pour l'année dernière, il y a 2 ans, l'année dernière, une demande d'ouverture d'enquête parlementaire pour déjà c'est la deuxième qu'on envoyait sans grand espoir en soi, mais pour remuer un petit peu la sauce. Et il y a un petit bilan, un petit document résumé sur les
conséquences au point de vue de la santé, qui résume un peu toutes les études qui ont pu être faites et qui donnent quelques liens. Donc ça, c'est un fait. Hein, c'est l'empoisonnement par tout un tas de cocktails. C'est surtout ça, c'est que c'est des cocktails variés. Hein. Et c'est une montée, excuse-moi Claire, c'est une montée exponentielle ou c'est un pic vraiment à partir de 2002? Toi, tu l'as constaté sur les courbes? Oui, à partir de 2002, pour nous, pays de l'OTAN, de l'Europe, ça a commencé dans les années 95 dans les pays du Commonwealth, États-Unis, Canada, Australie, des épandages systématiques, parce que il y avait déjà eu depuis les années 50, il y a des essais, enfin depuis les années 40, déjà pendant la guerre, ils en ont fait. Après, ils ont continué les essais. Il y en a eu dans certaines régions de France de manière ponctuelle pendant quelques temps, dans les années 70, etc. Et c'était vraiment expérimental, ponctuel. Et c'est devenu systématique à partir de 2002, à peu près au-dessus de toutes les régions de France. Ça, on a recueilli déjà pas mal de témoignages, bien sûr. Et donc, c'est à partir de là que... Au Vietnam aussi, non? Il y avait au Vietnam, ils ont pas fait des épandages aussi à une certaine époque? Pour la guerre du Vietnam, j'ai entendu parler de ça. Ouais, des tests. C'était l'opération Popeye, ah ouais, Popeye, avec l'agent Orange. Oui, alors là, c'était gros. À la suite de c'était énorme. C'était pour provoquer une mousson beaucoup plus abondante que d'habitude, noyer les Vietcong, et puis empoisonner les sols en même temps et les gens. Pardon de t'interrompre, il y a eu des analyses indépendantes qui ont détecté des particules d'aluminium, de barium, encore de strontium dans les sols. Alors c'est surtout dans l'eau de pluie directement dans ce qui retombe qu'il faut le faire, parce que le problème, alors nous on en fait faire des analyses depuis 2012. On fait faire des analyses d'eau de pluie recueillie toujours au même endroit par la même personne, analysée par le même labo, qui est un labo agréé COFRAC, et qui nous donne les taux. Au début, on faisait que aluminium, barium, strontium, parce que c'est sûr que l'aluminium, c'est un des composants essentiels. Et puis, depuis quelques années, ils nous font carrément une spectrographie de masse de tous les métaux lourds. Donc, vous trouvez ça sur le site de l'Axipica. Axipica, ACSEIPICA. C'est bien de le préciser, merci Claire. Donc, l'accroissement du taux d'aluminium, et on se demande comment on est encore en vie, parce que en 2012, alors que je vous dis ça a commencé en 2002, au bout de 10 ans on a commencé à faire des analyses, c'était inférieur à 10 microns de l'aluminium. Alors il y a une coupure, Claire, est-ce que tu peux répéter? Jusqu'à atteindre dans certains pics 800 microgrammes, c'est-à-dire près d'1 milligramme par litre, alors que normalement il n'y a pas une once d'aluminium dans l'atmosphère terrestre. D'accord. L'aluminium est dans le sol. Donc ça c'est intéressant. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire de l'eau de pluie, parce que dans le sol, tu sais pas. Si tu fais une analyse de sol, tu sais pas ce qu'il y avait avant. Exactement. Donc, ça ne peut être qu'en comparaison. Donc c'est pour ça qu'on fait une analyse depuis des années, régulièrement, dans les mêmes conditions, pour voir vraiment une courbe. Et puis cette année, on a aussi lancé une analyse, je dirais, dans de multiples lieux ponctuels, mesure du taux d'aluminium aussi, donc ça donne aussi des résultats assez intéressants. Des résultats intéressants. C'est partout, on les a pas encore publiés. Bon, ça sur le factuel, on peut pas remettre en cause les analyses qui sont faites. Donc, on peut dire tout et n'importe quoi sur ce qui se passe par rapport à ces chemtrails. Il y a des analyses qui sont faites de l'air, des sols. Bon, c'est pas discutable. Je vais juste te donner la parole à Luc qui a une question aussi à te poser. Luc, vas-y, c'est à toi. Plus ou moins la même chose, mais comment vous dites comme ça qu'il y a de l'aluminium, du strontium, etc., énormément de métaux lourds qu'ils balancent dans l'atmosphère. Et donc, il y a un problème qui est particulièrement grave, puisque sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des infrastructures de télécommunications et d'énergie, je pense aux éoliennes et aux antennes relais, ainsi qu'aux lignes électriques, etc. Et donc, le corps humain est composé à 90% d'eau. Donc, on absorbe forcément de ces métaux lourds-là. Et qu'est-ce qu'il en advient? Comment on les digère? Comment on les digère, oui, c'est ça. Comment on digère la pilule, Claire?
Voilà, on va être clair, on va être un peu... Ben, comme on peut, hein. Et nous et toute la nature, tout le monde, tout est impacté sur Terre. Et nous, bien sûr, donc je vous dis ça, on peut voir que le taux de maladies respiratoires, cardiovasculaires, neurodégénératives, etc. A commencé à monter en flèche à partir de 2002. Et on fait ce qu'on peut. Donc comment s'en préserver en élevant nos fréquences, en élevant notre propre vibration, en prenant tous les trucs de détox qu'on peut, enfin, comment se détoxifier des métaux lourds. Et puis il n'y a pas que je vous ai parlé que de la chimie non organique là, c'est-à-dire les métaux lourds, mais il y a aussi la chimie organique, c'est-à-dire tous les polyfibres, polymères, machin. Alors là, c'est cocktail. Voilà. On a Monsieur Sabatier qui nous en a parlé. Ouais. Ah oui, non, mais c'est la vraie guerre, oui. La guerre secrète contre les peuples, comme c'est le titre du livre de Claire Sévrac, là, à laquelle on a consacré une émission de 5 heures l'autre jour chez Nicolas Bouvier. Et c'était drôlement intéressant parce que son livre fait un très très bon résumé de la question. Claire Sévrac qui était une lanceuse d'alerte, qui était une lanceuse d'alerte, Claire Sévrac qui nous a quittés dans des circonstances un peu spéciales, hein, voilà, dirons-nous. Par rapport ces fameuses substances qui seraient dans l'air, comme disait Luc, hein, je rebondis sur sa question, comment on pourrait les éliminer? Alors tu peux nous parler d'élever nos fréquences, certes. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour éliminer ces saloperies qu'on respire? Allez, c'est pas un gros mot de dire ça, hein, c'est la vérité. Hein. Le point numéro 1, d'élever ses fréquences, parce que tu peux manger les meilleurs trucs, prendre les meilleurs dépuratifs, mais si tu restes juste dans la crainte et la soumission, tu vas succomber quand même. Alors tu peux tu peux nous détailler un petit peu comment on élève ses fréquences, si ça peut aider certains auditeurs à vivre mieux. Ouais, en comprenant mieux la situation, c'est spirituel, c'est en comprenant dans quelle grande page au niveau civilisationnel on est en train de tourner. Et alors là, on comprend mieux pourquoi on subit un tel stress. C'est parce que si on restait dans le petit confort dans lequel on était avant, mais qui était tellement plein d'illusions que de toute façon c'est la suite logique, hein, parce que c'était basé sur tellement de mensonges que voilà, le mensonge prend une ampleur maintenant phénoménale et nous empoisonne tout. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on est nous, êtres humains là sur cette planète? On est appelé à s'élever spirituellement et à s'unir. Mais bravo à votre petite réunion. Même pour les gens pour qui ça veut dire quoi spirituel, c'est juste ce qui est pas matériel, hein, c'est ce qu'on sent dans son cœur, c'est sa foi, c'est notre feu intérieur, hein, et qui va nous donner et qui va permettre de faire le contre-feu justement et de générer l'énergie, parce que l'énergie elle vient d'où? Elle vient de nous. Donc pour prendre le dessus, on peut même observer la nature, hein. Moi j'ai vu les chênes près de chez moi attaqué dès 2005. Vraiment, ils souffraient. Et il y en a qui ont succombé, puis les autres se sont adaptés. Alors, tu veux dire que ces substances attaquent le corps humain, on va se dire les choses. Elles attaquent le corps humain, elles le rendent faible, elles attaquent notre énergie. C'est ça. Ah oui. Ouais. On peut trouver les moyens de se soigner. Alors moi, personnellement, je me soigne beaucoup à l'homéopathie et ça permet de respecter le terrain de chacun. On n'a pas forcément les mêmes réactions les uns les mêmes sensibilités. Et les autres. Ça va nous attaquer bien sûr sur nos points faibles. Bien sûr. Et ça va exacerber nos points faibles. Et peut-être engendrer en même temps. C'est beaucoup une recherche personnelle et en fonction de voilà quels sont nos symptômes, dans quoi ça nous dérange, mais souvent la cause voilà, elle peut être là, quoi. Ok. Les gens comprennent pas, ils partent d'un cancer. Bon, après il y a eu les vaccins, tout machin. On peut mettre beaucoup de choses bout à bout. On peut mettre choses beaucoup bout à bout qui pourraient amener effectivement à des problèmes sanitaires, hein, disons-le gaiement.
ou pas gaiement pour certains. Il y a des drames à cause de ça. Je donne la parole à Delphine qui a une question à te poser, Claire. Vas-y, Delphine. Tu as la parole. Bonsoir Claire, merci pour votre présence, bien entendu. Alors je vais vous poser la question suivante. Pouvez-vous nous dire où on peut consulter de la documentation sur les chemtrails, s'il vous plaît? Nous, on est bien lotis, on a un pool de documentation sur notre site. Hein. Et là, il y a tous les liens possibles et imaginables, parce que tout notre travail a toujours été de faire un travail bien documenté, bien sourcé. C'est que tout ce qu'on demande d'ailleurs aux gens aussi, même quand ils envoient des photos, c'est localisé, daté, horodaté, pour sinon de toute façon ça n'a pas beaucoup de sens. Et après on a tout ce qui est un peu inventorié, tout ce qui a pu paraître au moins au début, peut-être que maintenant il nous en échappe. Enfin du moins sur le site, parce qu'on a aussi un groupe Telegram. Là tout ce qui sort est répertorié. J'y vais pas très souvent, j'ai plus trop le temps, mais je fais confiance aux gens pour trouver les derniers articles publiés. Mais tout ce qui est la base, c'est dans notre site. Il y a même dans l'article compilation de documentation essentielle sur le site de l'Axipica. Et puis après il y a la chaîne YouTube où il y a des bons documents, des bons films qui ont été réalisés exprès. Je peux en citer quelques-uns si vous voulez, vous irez voir. Sur notre site, vous avez la compilation. Ouais. Vous avez la compilation des livres, Rosalie Bertel, Patrick Pazin, Claire Sévrac, il y en a. Alors pour les gens qui voudraient avoir des informations, n'hésitez pas à contacter la rédaction. On vous transmettra les infos, bien entendu, sur ce sujet. Hein. On a des liens, Claire m'a envoyé des liens. Là maintenant, on va commencer à secouer un petit peu les choses. Ouais, dans notre blog, maintenant c'est un site, mais c'est tout est compilé normalement. Tout est compilé. Merci beaucoup Claire là pour ce partage merci beaucoup pour ce partage d'informations. Moi, je voulais juste te poser une question. Enfin, ça va être un peu généraliste, mais juste avant de se quitter, c'est quel message aimerais-tu transmettre à celles et ceux qui nous écoutent et qui hésitent encore à croire à ce phénomène, parce que le phénomène existe. Et de compter. Plusieurs fois, plusieurs jours, parce qu'il y a des jours où il n'y a rien, et puis il y a des jours où c'est flag. Et puis il y a des jours où on a les restes. Par exemple, là, je vois ce soir, le violet foncé des nuages, ça combine à la fois le rose du couchant, mais aussi la couleur de l'aluminium et des autres métaux qui sont dans l'atmosphère. Le ciel n'est plus pareil, Claire. Ça, c'est des nuages comme ça, on n'en voyait pas avant. Le ciel n'est plus pareil qu'il y a 20 ou 30 ans. Enfin, je sais pas si quelqu'un veut intervenir rapidement là-dessus, parmi les chroniqueurs. J'aimerais bien, moi, rapidement. Là, on aborde ce sujet. Moi, j'aimerais avoir ton opinion. Alors, sur ce qui se passe au niveau du soleil, là, au moment où on fait cette interview, il y a je sais qu'il y a une tempête magnétique G3 qui provient du soleil. On observe des pics magnétiques au niveau de la résonance de Schumann. Il y a un ralentissement, semble-t-il, du noyau terrestre, de son sens de rotation. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, les aurores boréales, etc. Alors, plusieurs choses. L'activité solaire, on en fait des gorges chaudes aujourd'hui. C'est surtout ça qui fait parce que le maximum solaire actuel est peut-être un peu plus important que le précédent il y a 11-12 ans, mais beaucoup moins important que celui de l'an 2000. D'un point de vue naturel, le soleil, en fait, il suit son cycle. C'est la médiatisation qui s'est un peu enflammée. Après les aurores boréales, ça c'est sûr, elles sont amplifiées par le phénomène HAARP. Autrefois, on ne voyait des aurores boréales qu'en période de maximum solaire. Maintenant, on en voit à n'importe quelle période, même en minimum solaire. Bon, actuellement, on est en maximum, mais pendant les minimums, c'est pareil. Et il y en a... alors, des aurores boréales qui descendent en basse latitude, c'est arrivé à tous les siècles, à des rapports du 20e, du 19e. C'est pas non naturel, mais c'est amplifié. Et l'indice le plus anormal, c'est justement qu'il y ait des aurores en période de minimum solaire. Disons que maintenant, il y en a tout le temps. Or, effectivement, c'est le propre des stations de type HAARP, parce que le projet HAARP c'est fini depuis longtemps, ça a fait beaucoup de petits, puis il y a son équivalent russe qui existait déjà, l'équivalent civil, entre guillemets, européen,
s'appelle ESCAT. Tout ça, ça cerne l'Arctique. Il y a des antennes de type EAR tout autour de l'Arctique. Et ils se sont pas calmés. Et depuis les années 90, donc ces antennes font fondre l'Arctique. C'est important à le dire. Et donc il fallait le cacher, ça. Donc on a inventé le réchauffement climatique dû au CO2 exclusivement émis par nos activités civiles pour masquer que c'est ce trafic sur le ionosphère avec ces réchauffeurs ionosphériques. Donc ils ont pensé que ça allait nous réchauffer le climat, donc il fallait nous alerter sur le réchauffement climatique. Ça marche pas très bien parce qu'en plus scientifiquement ils sont nuls. On allait dans une période de refroidissement. Donc globalement ça s'équilibre, mais ça crée beaucoup de dérèglements. Et de polémique, les gens croient que ça se réchauffe alors que ça se refroidit, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je suis un peu chercheur sur le climat depuis 1995, avant qu'ils aient commencé. Du moins, ils avaient commencé, je me suis intéressé justement à l'activité soleil et climat, donc, l'influence du soleil sur le climat, avant que ça fasse toutes les gorges chaudes, et au climat, ça a commencé vraiment dans les années 2000, quoi. Quand ils ont commencé à nous prendre le chou là-dessus, et à bourrer le mou aux enfants, même dans les écoles primaires. Dès 2005, il y a eu des intervenants extérieurs pour inculquer le réchauffement climatique. Sur le climat, on pourra en parler, hein, on pourra en parler dans une prochaine émission, Claire. Je vais être obligé pas de vous interrompre parce que je pense que l'aventure va continuer avec toi, Claire. On repassera sur peut-être une autre émission pour reparler du sujet plus profondément et d'autres en l'occurrence. Les chemtrails, c'est un sujet qui ne va pas te faire parler, on le sait maintenant. On sent que tu es passionné et ça depuis bien longtemps. On aimerait que les gens le soient autant. Merci encore d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Claire, merci à tout le monde. Je voulais juste dire avant de conclure, comme disait Claire, il faut avoir les pieds sur terre, la tête un peu plus au ciel. Ça, c'est un élément important. Ouais. La tête au ciel, ouais, parce qu'il faut lever la tête. Faut pas être tout le temps sur les portables. Hein. Le branchement physique tertiel. Mettez même les pieds nus là dès qu'il fait voilà l'antenne relais, mais les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ça c'est très important. Et pour il y a un remède de soulagement aussi, enfin d'harmonisation, c'est les chembusters et les orgonites. Alors à vous de les faire vous-même. C'est comme ça que vous aurez on pourra aborder ça, surtout je pense à notre ami agriculteur là, on abordera ça, réaliser un peu tous les mots-clés. N'oubliez pas, donc les amis, la Terre ne cesse de nous surprendre et ce n'est que le début. Restez curieux et ouvrez l'œil. Les mystères sont partout. La vérité n'est pas forcément ailleurs. Elle est sans aucun doute sous vos yeux. Merci encore pour votre fidélité. Passez le message pour que la chaîne s'étende pour la vérité. Maintenant, on est vraiment dans la vérité. On ne lâchera rien. Moi et mon équipe, il n'y a pas de souci là-dessus. À la semaine prochaine sur Radio Média Sud Toulon. Le replay de cette émission sera diffusé jeudi à 18h30 jusqu'à 19h et en podcast sur YouTube. Merci infiniment. Très bonne soirée à tous. Merci Claire, merci toute l'équipe. À très vite. Bonne soirée.